Bon, hein, donc, nous sommes au deuxième cours, là. C'était le cours que j'avais proposé de faire. C'est le cours sur les conditions de Pukansky, quoi, hein, et les applications surtout, hein. L'importance de cette condition-là dans la théorie des représentations. Comme je disais, je résume rapidement ce qu'on a déjà fait, hein. On sait quand vous avez une représentation, vous avez un groupe donné, que ce soit un groupe différenciable ou un groupe topologique. Vous avez une représentation, vous voulez construire une représentation sur ce groupe-là. Il y a eu des fois qu'on est obligé de passer par une représentation de l'un de ces sous-groupes-là pour construire la représentation du groupe parce qu'on appelle la représentation induite. Mais ce qu'on sait que si la représentation du sous-groupe en question est irréductible, l'induite n'est pas nécessairement irréductible. Donc, c'est l'une des préoccupations majeures en analyse harmonique, puisque les représentations irréductibles, c'est ça, sont des représentations qui ont beaucoup plus d'applications dans la pratique, hein, en particulier en mécanique quantique, hein, comme je l'avais dit la dernière fois. Donc, je vais m'intéresser au cas des groupes de Lie, hein, des Lie de Lie qui sont nilpotents, qui sont simplement connexes. En général, ça a été fait quand vous avez des groupes polys semi-directs, là, on sait que toute représentation, ces groupes-là, ils sont imprimitifs, quoi. C'est-à-dire que quoi? Les représentations de tels groupes sont induites par des sous-représentations, un sous-représentation de d'un de ces sous-groupes en question. Pour certains groupes particuliers, ça a été démontré, mais en général, il n'y a pas une théorie formelle sans aucune condition dessus. On peut utiliser le système d'imprimitivité pour montrer que l'induite, pour construire une représentation, mais là, on parle de paire irréductible, pas forcément la représentation qui est irréductible. Bon, maintenant, on va voir la condition au niveau de groupe de lignes nilpotents, hein, comment, surtout la représentation de ce groupe de lignes-là, l'induite par un de ces sous-groupes-là est utile. Dans quelles conditions c'est utile? Ça a été démontré par Kirillov dans le cas d'hypothèse, hein, simplement connaissent. Mais en dehors, quand on sort de ces groupes de Lie là qui c'est pas nipotent que des groupes qui sont exponentiels, les groupes exponentiels, les groupes qui sont monomiaux, les groupes qui sont résolubles. Donc, c'est pas évident. Juste, même si la représentation du sous-groupe est irréductible, l'induite n'est pas nécessairement irréductible. Bon, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui, là. Mais cette condition qu'on appelle la condition de Kuznetsky, ça règle un certain nombre de problèmes. Ce que on va définir ce qu'on appelle les polarisations en une forme linéaire. Donc, dès que sous certaines conditions, on peut démontrer que la représentation induite d'un de ces sous-groupes-là est irréductible. Je vais écrire quelque chose. Tout le monde sait qu'on a tous mangé ce qu'on appelle les nems, là. Moi, cette partie, ça me permet de retenir un certain nombre de choses, hein. Quand le M là va être nilpotent, hein, nilpotent. Le E ici va être exponentiel et le M ici va être monomial. C'est comme ça que je retiens ça, hein. C'est-à-dire quoi? Ça va finir par quelque chose imprimé par R ici, là. Ça veut dire que quoi? Vous avez le N va définir les groupes de Lie qui sont nilpotents. Tout groupe de Lie nilpotent. L'ordre est comme ceci, N, E, M, R. Les groupes de Lie nilpotents sont tous exponentiels. Les exponentiels sont tous monomiaux. Les monomiaux sont tous résolubles, quoi. Donc, c'est comme ça qu'il y a l'ordre, quoi. Les groupes de Lie nilpotents sont strictement contenus dans les groupes de Lie exponentiels. Autrement dit, il y a des groupes de Lie qui sont exponentiels qui ne sont pas nilpotents, hein. Que vous avez, par exemple, le groupe de transformation affine, il est exponentiel, mais n'est pas nilpotent, hein. Il y a les groupes de Lie qui sont, les groupes qui sont monomiaux, mais qui ne sont pas exponentiels. Là, on peut parler aussi le revêtement universel du groupe de Lie, du groupe de déplacement. Il est monomial, mais il n'est pas exponentiel, hein. Donc, tout exponentiel, tout groupe de Lie exponentiel est contenu dans les groupes de Lie qui sont monomiaux plutôt. Le groupe de Lie il est exponentiel quand l'exponentiel est un difféomorphisme, quoi, est une suggestion, hein. C'est-à-dire que l'élément de là est un exponentiel, quoi, c'est ça, hein.
Les groupes de lits qui sont monomiaux, c'est des groupes qui sont induits par un caractère d'un de ces sous-groupes qu'on appelle les groupes de lits qui sont monomiaux. Et les groupes résolubles, là, tout le monde on connaît ça déjà. Voilà. Donc, voilà l'ordre qui est entre les quatre groupes là, que je vais utiliser. Ce groupe Noli nilpotent, il y a il offre a eu déjà de bons résultats. Comment caractériser les représentations dont l'induite par un caractère d'un sous-groupe du groupe choisi en question est irréductible. Ça a été démontré. On va apporter ça tout à l'heure en utilisant les notions de polarisation tout à l'heure pour le faire. Au niveau des exponentielles aussi, ça a été démontré, mais sous certaines conditions. Maintenant, de là, on aura besoin de cette condition de Poukovski là en question. Donc, les représentations, les groupes de Lie, dont l'algèbre de Lie admet ce qu'on appelle les polarisations d'une certaine forme linéaire, quand vérifie la condition que j'appelle les Poukanski, là, ça permet de voir que le groupe, la représentation induite en question par un caractère quand même de ce sous-groupe-là est irréductible ou pas. Même si le, la représentation du sous-groupe en question est irréductible. Donc, il y a des conditions de Poukanski qu'on va utiliser plus tard. Ce sera la dernière partie de mon cours après. Donc, ce qu'on va faire, c'est bon ici. Il faut connaître, mettons en tête l'ordre comme ceci, là. Hein? C'est facile à retenir. Hein? En Meldem, on sait que c'est l'ordre qui est respecté. Les nipotents sont exponentiels, les exponentiels sont monomiaux, les monomiaux sont résolubles. Hein? Il y a un groupe qu'on appelle le groupe de Streeter, c'est le groupe des oscillations, on appelle ça le groupe des oscillateurs ou bien le groupe de Streeter. Mais certains l'appellent groupe diamant, c'est des groupes qui sont résolus, mais pas monomiaux. Hein. Donc, on va en parler plus tard. Bon, la dernière fois, j'avais rappelé quand je prends une forme linéaire. Maintenant, je commence le cours par là. Je vais prendre J'ai ici une algèbre de Lie. Hein, une algèbre de Lie. Hein. En fait, c'est l'algèbre de Lie d'un groupe de Lie que je prends par grand G, comme ceci. Hein. Donc, je prends G, où G ici est est un groupe de Lie nipotent. Hein, on va voir le cas nipotent ballon. Un nipotent est simplement connexe. Hein. Quand le groupe il est simplement connexe, hein, on connaît la notion de simply connected. Hein. Et simplement que tout lacet est infiniment déformable. Quoi, hein. On connaît les groupes qui sont simplement connexes. Maintenant, le tore, il est connexe, mais pas simplement connexe. La boule, il est connexe et simplement connexe. Quoi. Donc, ces groupes de Lie qui sont simplement connexes ont une très bonne propriété hein, concernant le fait que l'exponentiel là, euh, est un difféomorphisme aussi, un difféomorphisme, il est subjectif. Donc, cette hypothèse, il est important, il est très important, on va l'utiliser après. Et je vais prendre donc le gros G rond là, c'est égal à ça. Je prends F ici, je mets G, toi là, c'est l'ensemble, c'est les formes linéaires sur G. Hein. Autrement dit, c'est une application linéaire de G dans le corps de base. Je suppose que le corps de base de G, de mon algèbre de Lie, c'est R. Donc, je vais prendre ici un caractère. euh, je prends H ici, un sous-groupe next de G, de G là, de G, du groupe de l'IG. Hein, et je prends le caractère de H ici, à valeur dans R, de ce sous-groupe dans R. Un caractère. Je vais prendre les caractères qui sont unitaires. Comment dire, le module, la valeur absolue est égale à 1. S'il me plaît, professeur. Ouais, allez-y. Oui, le sous-groupe H là ne doit pas être fermé. Ouais. Autrement dit, quand je suppose les groupes de Lie qui sont linéaires, là, forcément, ils sont défermés de groupe en question. D'accord, C'est des professeur. groupes de Lie linéaires. Hein. D'accord, Bon, professeur. tu peux le mettre. Hein, tu peux le mettre. Hein. Bon, maintenant, je considère. Attendez, d'abord, j'ai mon truc encore parti. Euh, voilà, OK.
C'est bon. Voilà. Donc, le qui ici, c'est l'élément, c'est le caractère. Donc, c'est un morphisme de ce groupe-là à valeur réelle, hein. Je vais calculer le différentiel de qui en élément neutre du groupe G, hein. Est-ce que je vais noter le F0 ici, hein, ce différentiel de ceci. Donc, le F0, ça va partir de l'espace tangent en E de H. Ça tombe dans R aussi. Or, l'espace tangent ici, c'est ce que je veux par H ici dans R, hein, qui est l'algèbre de Lie de H en question. Donc, ça, c'est la différentielle de ceci. Ça veut dire bien qu'on sait qu'il y a une relation entre, vous avez une représentation et sa différentielle. Il y a une relation entre les deux, ce qui concerne les exponentielles, quoi. Moi, dit, quand vous avez le pi de exponentielle de grand X ici, c'est égal à l'exponentielle de dpi de grand X, hein. Dpi ici était la différentielle, c'est-à-dire que de pi de ceci, je vais effacer cette partie-là. Moi, je vais effacer un peu pour pouvoir écrire, hein. Bon, je peux même tourner la page, hein, c'est encore mieux. Euh, Comme ça, je vais garder ça pour la suite. Je vais trouver une autre là pour définir ça, hein. Voilà. C'est-à-dire que quand je prends pi, quand il y a une relation qu'on connaît déjà, quand vous avez pi une représentante de G, euh, on peut définir la différentielle de cette représentation-là de G. Où le G ici, c'est l'algèbre de Lie de ce G en question. La relation qui les lie, quand vous avez le pi, l'exponentielle de grand X, ou de prendre le grand X dans l'algèbre de Lie, est égal à l'exponentielle de B pi de grand X, la relation qui les lie. Si bien que quand je prends le qui de l'exponentielle de un certain h, ça va être égal à l'exponentielle, la différentielle de qui là, en élément de h en question. C'est ça que j'appelle par F0. Comme ce caractère, il est unitaire là, on va noter le qui d'exponentielle de h ici va être égal à l'exponentielle. Pour que ça unitaire, module égal à 1 va être égal à i de F0 de grand X. Exactement la même relation, cette relation, exactement la même relation qui est là. Donc, le fait que ce soit unitaire, là, on met un i ici pour que le module aussi soit égal à 1, quoi, c'est tout. Donc, autrement dit, souvent, on le note comme ceci, l'exponentielle de h ici, ça va être égal à le e de i de exponentielle de grand X. Le f, là, c'est le f0 de grand X, hein. Voilà comment on définit le caractère. Ça, c'est un caractère de G, de H. Le H étant un fermé, hein, il a bien fait de dire, de préciser pourquoi c'est fermé, hein, parce que c'est un fermé d'un espace, d'un groupe de Lie qui est simplement connexe, il est aussi simplement connexe, quoi. Donc, autrement dit, tout élément H de ceci, de élément H qui appartient à H, est un exponentiel, hein, est un exponentiel de H quelque chose. Bah, il ne faut pas confondre le groupe H et le H en question. Mais ça, c'est grand X, hein. Ça, c'est grand X, hein, le H. Ça, c'est grand X, hein. Il ne faut pas confondre. Voilà, c'est ça. Hein. Ça, c'est grand X, hein. Ça, c'est un élément de la l'algèbre de Lie de H, quoi. Hein. Ça, c'est grand X. C'est grand X qui est là, hein. C'est égal à ça. Donc, autrement dit, si ceci étant un caractère, ça devient cette forme-là. Donc, les représentations induites par ce caractère-là, c'est ce qu'on va noter après. Je vais noter ça comme étant, je vais changer de couleur un peu là, hein. Et cette représentation induite ce caractère-là, comme on note ici le rho, le F, le en question cherché, ça fait le F0 et la forme, l'algèbre de Lie de ce groupe de Lie en question. Comment noter ça après? Autrement dit, comment on peut, ça revient en résumé, ce qui F, le H là, c'est juste l'induite de ce sous-groupe que je prends fermé de G, de la représentation de I, étant un caractère de H ici. Donc, je prends un caractère de H, induire représentation de G. Le caractère, c'est une représentation particulière, hein, de dimension 1, quoi. Donc, je peux dire, maintenant, je vais noter comme ceci. Donc, c'est cette forme-là
que j'ai utilisé pendant tout le temps, pendant tout mon exposé. Hein. Sachez que, sachant que c'est ça, voyez comment j'ai conçu le F0 en question. Hein. Donc, on le fait maintenant pour un F0 quelconque après. Vous voyez comment j'ai conçu le F0. Hein. Donc, je peux le faire de façon pour N0 quelconque après. Bon. Euh, une fois qu'on a ceci, la dernière fois, on avait défini déjà ça, je ne vais pas revenir dessus. On avait défini ce que c'est un sous d'algèbre subordonné à une certaine forme linéaire. Là, on a vu. Bon, définition. Hein. Définition, on avait vu ça la dernière fois. Je prends toujours un F qui est un élément. Je prends un élément F de ceci, une forme linéaire sur G. euh, une forme linéaire sur G. Je vais mettre le H ici, la sous-algèbre de Lie de ceci, sous-algèbre de Lie de ceci, ou le H, c'est autre chose que l'algèbre de Lie, mon sous-groupe connexe que j'ai pris fermé, que j'ai pris dans H en question. Bon, je vais dire que le H là hein, est un sous-algèbre subordonné à une fonction F. Ensuite, cette F là, si la restriction de ce crochet-là, le H ceci est égal à est un nul. Autrement dit, le F avec ce crochet, ceci est égal à 0. Donc, on dit que le F, le H là, est une sous-algèbre subordonnée à la forme linéaire F que j'appelle le F étant ici un élément du dual, une forme linéaire du dual topologie de H, quoi, une forme linéaire sur H. Donc, je dirais que le H là est une sous-algèbre subordonnée à F à condition si ceci est vérifié. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Hein. Donc, à partir de là, maintenant, on va définir d'autres caractérisations pour voir ce que ça va donner. Bon, il y a un exemple évident de sous-algèbre subordonnée. Je prends, par exemple, ici, si je prends Z, le centre en question de notre algèbre de Lie, là, forcément, il est abélien. On sait que toute forme linéaire sur le centre, hein, ceci Z-là est égal à F autrement égal à 0. Parce que le Z étant nul, le Z étant nul, le Z étant abélien, le crochet est égal à 0. Comme c'est une forme linéaire, hein, forme linéaire, forcément, est égal aussi à 0. Donc, c'est une subordination triviale qu'on peut définir à partir des sous-algèbres. Donc, autrement dit, en gros, quand vous avez une sous-algèbre de Lie, une algèbre de Lie qui soit abélienne, donc toutes les formes linéaires là sont subordonnées, pardon, tous les sous-espaces plutôt, c'est de ce type que je raconte là. Ce centre en question est une sous-algèbre subordonnée à toute forme linéaire, je dis. Hein. Quelle que soit la forme linéaire, le f de z est égal à 0. Hein. Parce que ça, c'est égal à 0. Quelle que soit la forme linéaire que je prends, ceci va être forcément aussi égal à 0. Donc, le centre, il est subordonné à toute forme linéaire. Donc, ça c'est comme un autre exemple. Avec le temps, on va voir si on peut définir d'autres exemples. Il y a des exemples qui sont liés à des groupes de Lie tels que les groupes de Heisenberg, qui sont dans la littérature. Bon, peut-être qu'on ne va pas arriver là, ou bien peut-être que si j'ai le temps, je vais revenir là pour dire quelques mots dessus. D'accord? Bon, je vais commencer par donner quelques liés à cette subordination d'algèbre de Lie à une certaine forme linéaire quelconque. Bon, la première propriété que je vais noter, hein, une première propriété, toujours j'ai un groupe de lignes. Ah, le groupe, il est nipotent, je le prends toujours simplement à connaissance. Pour juste s'assurer que tout élément de l'algèbre de Lie est un exponentiel, quoi, d'un élément est un exponentiel d'un élément de l'algèbre de Lie considéré. Je vais prendre ρ.
une représentation, donc, hein, je prends une représentation ici de G, qui soit irréductible. Je mets I2R là, c'est des représentations qui sont irréductibles de ce groupe G-là. D'accord? Donc, le propriétaire dit qu'il existe toujours une fonction, une forme linéaire f sur G. Hein, le rho en question soit égal à rho de f, le FH ici. Où le H là, c'est une. Est-ce qu'il y a une définition sur H ici? Hein, où le H, est une, elle subordonnée à F ici. Autrement dit, toute représentation, ce caractère-là, induit un de ces caractères-là, le caractère du sous-groupe fermé que je prends en G, dont la gemme de Lie en question, que H là, hein, est subordonné à F. C'est une première propriété. On aura d'autres propriétés qu'on va définir. Hein. Je ne vais pas arriver là. Et il y a d'autres propriétés. Deux. Il y a des questions, vous m'arrêtez en même temps. Hein. Bon, si je prends toujours un F, un élément du dialecte topologique de G, je prends un H qui est d'ailleurs subordonné à F. Alors, dit que cette représentation induite là, irréductible, ça équivaut à que ça implique plutôt, ça implique que le H, ceci contient le centre de G. Ça, c'est important comme résultat aussi. Hein. La source d'algèbre subordonnée à F contient le centre de votre algèbre de Lie. Hein. Ça, c'est un résultat très important démontré par Taylor, hein, la théorie, l'objet de démontrer cette propriété de réductibilité de la représentation induite après. Donc, je prends F, un élément du dual topologie de G. Je prends H ici, sous ailleurs subordonné à F. Donc, il existe toujours le H là contient le centre de votre algèbre de Lie. Hein, c'est fort, hein, la démonstration, c'est pas compliqué, mais c'est vraiment très délicat, quoi. C'est très beau comme résultat. Mm. OK? Je vais maintenant prendre, bon, toujours même dans les mêmes conditions, hein. Je peux toujours une algèbre de Lie, G. Ah, ça, c'est une algèbre. Ça, c'est bien, ça sort bien là. Hein. Sauf que c'est trop lourd, mais bon. Bon, j'ai toujours une algèbre de Lie, je prends le F en question. Ouais, ça c'est bon. Un élément de dial topologique de G, de ceci. Ceci, ça va conduire à il va exister une certaine forme linéaire liée à F en question, tel que le BF là, ici, qui est de l'intervalle de ceci dans G, qui est dans le corps de base, quoi. Hein. Donc, c'est à tout X, Y ici, hein, on les associe BF de X, Y, il est autre chose que F de l'image de X, Y. Hein, hein. Autrement dit, l'image de ce crochet-là. Hein, je peux l'écrire comme ceci. Hein. Donc, pour tout F, quel que soit le F, en résumé, quel que soit le F que je prends dans le dual, là, ceci va induire c'est un BF qui est bilinéaire, hein, une forme bilinéaire sur mon algèbre qui est défini comme je l'ai défini tout à l'heure ici. Je vais réduire un peu la hiérarchie. Attendez un instant, je vais voir parce que ouais, c'est trop lourd. Quoi. Ouais, ça c'est mieux. Enfin, hein. Tu vois ça, c'est bon, non? Oui, c'est bon. On voit Ok, bien. c'est mieux que l'autre. Quoi. Ok, ok, voilà, voilà. Bon, ce que je retiens ici, à partir d'une forme linéaire, j'ai bien défini une certaine forme bilinéaire, là, comme ici, de cette forme-là, qui est égale à ça. F. Bon, ça, on va l'utiliser après pour définir ce qu'on appelle polarisation en F. Hmm. Une polarisation en F, je vais l'utiliser plus tard. Avant de l'utiliser, je vais rappeler juste une notion de façon générale.
Euh, euh, en, en général, hein, quand je prends B, soit B, une forme, une forme binaire, hein, sur un espace vectoriel, vectoriel E. Hein. Autrement, de B, ça prend de E, ici, dans le corps de base, hein, le corps de base de E, quoi. Donc, qui est cette forme binaire B ici. Et puis, je vais définir euh, le le sous-espace V. V de cet espace vectoriel E-là, on dit que elle dit totalement, elle dit totalement isotrope, hein, si le V là, il est contenu dans le VB, hein, il est contenu dans le VB. Hein. VB ici, c'est juste le V, l'orthogonale de V grâce à cette forme linéaire là qu'on appelle le VB. Hein. L'orthogonale de B dans ceci. Ceci, ça veut dire que le VB en question là contient les éléments is qui sont dans E, qui est tel que le B de is y est égal à 0, quel que soit le y appartenant à V. C'est ce que nous parlons. Donc, VB, c'est l'orthogonale de V grâce à cette forme bilinéaire qu'on considère en VB. C'est ça que nous parlons VB. Donc, il est totalement isopropre si le V est contenu en VB. Pas égal, hein, il est totalement isopropre le V est contenu dans V. B binaire, ce que l'orthogonale de V, hein, grâce à la forme binaire B que j'ai choisi ici. Hein, ça, c'est une façon générale. Donc, on dit qu'il est totalement isotrope. Ainsi, il faut préciser si le V est contenu dans B. Ça, on va l'utiliser pour ça. Autrement dit, ça veut dire que quoi? Et si ça veut dire que je vais changer de couleur pour expliquer. Hein, c'est-à-dire que le B, hein, V de ceci, tout élément V ici est orthogonal à un élément quelconque de V, forcément ici. Hein. Donc, autrement dit, V, U, d'où V ceci est égal à 0, quel que soit le V, d'où V appartenant à V. Ah, c'est exactement la même chose. Hein. Où V de ceci, il est orthogonal à, à un élément quelconque de V. Donc, autrement dit, les deux sont orthogonaux, on a le produit égal à 0. Hein. Donc, autrement dit, ceci, si c'est vrai pour tout V, vous voyez ça, ceci peut vous ramener à la forme en question. Il disait que le F, hein, euh, clocher tout à l'heure de H ici est égal à 0. Ceci, ça veut dire que le F de grand Y est égal à 0, quel que soit le Y, ici Y appartenant à H. Vous voyez? Y est égal à H. Donc, autrement dit, dès que le truc il est totalement ceci, forcément, est subordonné à F. Hmm? Le sous-espace V en question est totalement ceci, forcément, il est subordonné à F, parce que c'est ça, ça devient ça qui est égal à 0. Ça dépend de la forme linéaire. Or, le B que nous allons prendre ici, hein, ici, là, j'ai pris le B, ça sera le BF en question, et c'est ce qu'on va utiliser plus tard. Je vais beaucoup plus exciter à la page suivante. Au lieu de prendre B, je vais prendre maintenant le BF que j'ai défini, ceci. Donc, autrement dit, dire que le VB, la question, ou bien, ou bien l'algèbre de l'I que je mets par le G, sinon je prends V, B, là, ça va compter les éléments de la forme. C'est le V, l'orthogonale de V grâce à la forme du binaire BF, quoi, en fait, c'est ça. Hein? L'orthogonale de V grâce à la forme binaire, c'est ce qu'on va considérer après en prenant le V comme étant égal au sous-espace en question H. Donc, ici, que je prends le H comme le sous-espace que je prends dans l'algèbre de Lie, ici, en prenant ceci comme étant notre E, si je prends ceci comme étant notre V, donc le H va s'écrire sur la forme, le H, note par le BF ici. Le BF, en général, on note le H, on met seulement le BF ici, c'est exactement la même chose.
C'est que c'est l'orthogonal par rapport à cette forme biliaire associée à ça. Donc, ça, je reprends, ça, c'est juste, c'est l'orthogonal de H par rapport à la forme biliaire appliquée à ça. Ce qu'on note pas, c'est ça qui est noté H et puis F. On va l'utiliser plus. Donc, je précise les notations avant de continuer, hein. L'orthogonal de ce sous-algèbre-là de ceci, grâce à cette forme bilinéaire-là, on va noter H petit puis ceci. Voilà. Donc, autrement dit, quand je veux prendre même l'algèbre de Lie ceci, je vais mettre le F. Le livre de Faro, lui, il écrit G comme ceci de F. C'est la même chose, c'est la même notation. Si jamais vous devez en lire ce genre de choses-là, c'est exactement, hein, c'est l'orthogonal de G grâce à la forme binaire, linéaire A. Hein, on va l'utiliser plus tard. Et dans ce sens-là, il y a Duflo, le professeur Duflo, il était même à Abidjan une année là. Il a travaillé sur les choses. Il a défini ce qu'on appelle les formes régulières, les éléments réguliers, hein, du dual topologique de G. Et il a trouvé un résultat très intéressant là, quand la forme linéaire en question elle est régulière, là, il a pu démontrer qu'il y a une condition sur la polarisation. On va voir ça plus tard. Hein. Donc, je vais définir tranquillement ce que, voilà, dans cette forme-là. Donc, j'ai fixé les notations ici. Ah, voilà les notations. Quand vous mettez F ici, sachez que c'est l'orthogonal par rapport à BF. Hein. Je reprends ça c'est ça, VB. Sachez que c'est l'orthogonal de V grâce à la formule B. Hein. Donc, quand je mets ceci, sachez que c'est l'orthogonal grâce à la formule BF. Donc, si les notations sont fixées, donc on peut continuer notre travail. Bon, ça, c'est juste notation, hein, pas d'autre notation, mais c'est cette notation que je vais utiliser après. Donc, j'ai défini ce que appelle le GF. Hein. Le GF, on l'a défini ceci. C'était le lot G de F, qui est toujours l'orthogonal. Hein, l'orthogonal par rapport à la BF, on peut noter comme ceci. Et ceci, on peut le démontrer, même qu'on démontre que c'est l'algèbre de Lie. C'est un groupe de Lie, comment noter par G de F, comme ici. Où le G de F, là, c'est le stabilisateur. Où le G de F, c'est le stabilisateur de F ici, dans G. Hein. Autrement dit, ça contient les éléments qui sont dans G, qui sont que is point est égal à is, quoi. En utilisant une nation coadjuvante. Hein. Une nation, c'est-à-dire quand je mets is ici, élément de G, je fais agir ça sur F. C'est l'action que représentant adjointe de is appliquée à F, quoi. Hein. Là, représentant adjointe ici, ça part de G dans le groupe de ces genres d'algèbre de Lie en question ici. Hein. Autrement dit, tout is, on peut lui associer hein, le add étoile de is, une application linéaire de G étoile dans G étoile. Hein. Donc, ça veut dire que le add l'adjoint de is, ça prend ses fonctions dans le dual de ceci. Bon, si ceci est égal à F, hein, ça c'est l'action qu'on définit de ceci. Si ceci est égal à F, ça veut dire que le is est dans la stabilisation de F. C'est ce que notre là, c'est ça. C'est ce que notre là, ceci. Et le G que nous calculons ici, c'est exactement l'algèbre de Lie de ce groupe de Lie là, de ce groupe de Lie G là, qui est le stabilisateur de F, hein, qui est important aussi par la suite. Excusez-moi. Hein? Bon, dans ce centre, on va voir dans le cas où il y a la polarisation, on a de très bons résultats après qu'on va définir. Excusez-moi, Ouais, allez-y. euh, vous définissez les stabilisateurs à gauche du tableau là. X.F, vous dites que Ouais. X.F égale à X. Non, ça c'est F, hein, c'est pas is. C'est F, voilà. Ok, merci pour ça. Non, sorry, c'est F. Hein? Merci pour ça. Parce que je l'ai écrit ailleurs, non, c'est F. Hein? La, le,
c'est l'action, c'est le F qu'on stabilise, quoi. Hein? C'est qu'on stabilise dans G, quoi. Hein? Et l'action, c'est une action conjointe, là. Hein? Ok, je peux continuer, là? Ouais. Ok, Merci pour ça. ok, d'accord, d'accord, d'accord. Et puis, on montre si, il y a une certaine forme, là, qu'on va démontrer, qu'on verra plus tard, là, que si jamais, si je mets l'application orbitale, là, c'est l'application G dans le dual, et à tout titre, j'associe le phi de is. Question là, on peut le noter, le phi comme étant égal à F pour tout. Bon, ça c'est, on en a besoin. Sinon, on applique ça à F comme étant égal à adjoint, application, les orbites, quoi. Hein. Vous savez que ça, c'est l'application orbitale. Dans le cas de mettre G, F, c'est l'orbite de F. Hein. Hein, ça contient les éléments de la forme is.f. Quoi. Hein. C'est l'orbite de F. Hein. L'application qui a ces éléments d'appel des applications. Hein. Image est un orbite. Autrement dit, le IMA de cette application que l'adjoint de ISF là, le IMA là n'est autre chose que le G, le GF. Hein. Le IMA de phi, c'est égal à le GF. Hein. F. Hein. Le phi, les éléments de cette application orbitale, c'est égal à ça. Hein. Quand la tout on associe is.f, si vous voulez, je peux le définir comme ceci. Bon, maintenant on va passer à un nouveau terme là, qui est pas utilisé, qu'on appelle la polarisation maintenant. Tout à l'heure, j'avais dit que j'avais dit que le V, nu dans VB, on dit que le V là est un sous-exemple, est une, comment on appelle ça, est un sous-espace totalement isotrope. Hein, c'est ce qu'on avait défini tout à l'heure là. On a défini ça déjà, les sous-espaces totalement isotropes ou bien les sous-états totalement isotropes maximales. Mais cette fois-ci, je considère d'abord les sous-espaces qui sont totalement isotropes. V est totalement isotrope. C'est ce qu'on avait défini tout à l'heure là, dès que le V est égal à ça. Mais si veut d'arriver que le V est égal à VB, on dit que le V est non seulement totalement isotrope, mais il est maximal. On appelle ça totalement isotrope maximal. Isotrope maximal. Hein. Maximal s'il y a égalité. Autrement dit le VB, hein, maintenant contenu dans V. Hein. V. Donc, autrement dit, il est totalement isotrope à condition que non seulement si c'est subordonné à F, le V est contenu dans VB. Maintenant, si c'est ci en plus, là, ça veut dire qu'il y a égalité, pas de totalement isotrope. Hein, ceci. Donc, ça va nous permettre de définir ce que, d'avoir une autre notion qu'on appelle la polarisation maintenant. Hein. Je disais que je pense que j'ai toujours H sous algèbre de G, de l'algèbre de Lie de G, de l'algèbre de Lie de G. Donc, je dirais que quand le H est totalement isotrope, hein, si le H est totalement isotrope maximal, on dit que le H est une polarisation en F. Hein. Si le F est une polarisation en F. Le F est totalement isotrope en ceci. Hein. Donc, de polarisation, donc autrement dit, ça veut dire que je vais changer de couleur pour mettre ça en relief. Ça veut dire que le H en question est identique, le HF. C'est ça. Il y a égalité entre les deux. Le HF là, hein, c'est le H que notre, c'est HB, ou bien c'est encore le H l'orthogonal grâce à la forme bilinéaire BF. Ceci. Donc, on a cette égalité, on dit que le F là était une polarisation F. Hein, je vais ça expliquer plus clairement. H, H
une polarisation, polarisation en F. Hein. On n'a pas une polarisation en F. Bon, il y a de très bonnes propriétés qu'on va voir concernant cette polarisation en F aussi après. Hein. Ça, il y a une remarque aussi qu'il faut voir. Hein. Hein. Bon, peut-être on va en parler, je vais parler trop vite là. Peut-être que je vais revenir là-dessus. Après, ça va donner quelques propriétés, quoi. Hein. Bon, si je reprends, hein, je reprends cette définition. On parle de polarisation en F, d'abord, s'il y a identité entre ça et ça. Hein. Quand il y a identité, ça fait l'orthogonale suivant la forme biliaire BF qu'on a définie. On parle de polarisation. F est une polarisation en F. Et cette notion est très importante, là, c'est ça qui va nous permettre de caractériser les représentations dont, irréductibles quand la représentation, quand ce qui l'induit est irréductible. Hein. C'est ce que peut-être qu'on utilise plus tard aussi pour utiliser la condition de Pokanski et voir ce qui en découle. Hein. OK. Maintenant, on va voir quelques propriétés liées à ça. Quelques propriétés liées à ça pour P3, je pense, j'avais mis un P2. Je prends toujours F une forme linéaire toujours hein, sur H ici. Et je veux prendre une fonction F linéaire ceci. Hein. Alors, il va essayer une certaine polarisation en F, hein, tel hein, que le rho F H là soit réductible. Soit réductible. Il faut bien retenir cette propriété-là. On va l'utiliser plus tard, c'est bon ça. Dès que vous avez une forme linéaire, là, ici, faut savoir que les groupes en question sont nilpotents. On est toujours dans le cas nilpotent. Hein. C'est quand le cas nilpotent qu'on a ces bonnes propriétés-là qui vont venir après. Hein. Les groupes-là sont nilpotents. Hein. Nilpotents, simplement connaissent, juste pour pouvoir définir notre forme linéaire en question qui soit dessus. Hein. Ça, c'est important. Ah, c'est nilpotent. Bon, dans le cas non nilpotent, on verra les conditions qu'il faut après pour pouvoir caractériser toutes les formes là qu'on va voir après. Bon, et puis aussi, il y a notre P3, je vais voir P4, hein, une autre propriété aussi qui est, qui est très importante aussi à voir. Hein. Je vais prendre G, un groupe, je prends toujours G, une G de ligne en question, je vais prendre F, une forme linéaire, tout, on parle de là. Hein. Tous, on parle de là. Donc, et puis j'ai dit tout à l'heure aussi, il existe toujours une polarisation en F qui respecte un certain nombre de conditions que je vais définir après. Bon, regardez, je n'ai pas encore défini ça, mais je dirais que le F en question ici, là, il sera dit régulier, hein, régulière plutôt. La forme idéale est dit régulière, est dit régulière. Si la dimension, je vais définir d'abord la définition de mettre excusez-moi si je mets propriété, que je n'avais pas défini le cas régulier avant. Les réguliers, si la dimension de GF là est minimale. Hein, hein, pour tous les F qui sont dans le dual, quoi. Hein, pour tous les dièles, quels que soient les dièles qui sont dans le dual, plus petit des dimensions, il y a à F là, on appelle ça, c'est ce qu'on appelle l'élément régulier. Fait régulier, si c'est il est minimal dans les dimensions, si vous voulez, les dimensions de G, le L, je peux mettre L ici, où le L est un élément du diable de G. Quoi. Quand vous prenez le L d'élément du dual, le le L dont la dimension minimale, c'est ça que le L, qu'on appelle ça régulier. Hein? Ça, c'est pour la dimension qui est minimale dans, il est minimal dans les dimensions de GL, dans les dimensions de GL, où le L là est un élément du dual de G. Hein?
la plus petite dimension des GL, des GL, quoi. On n'appelle pas le GF ici. Hein. Donc, le F sera minimal. Ceci est la petite dimension obtenue quand le F décrit le dual de G. Hein. Et Duflo a obtenu un résultat très important dans ce sens-là. Il a pu montrer que, je vais dire, Duflo, certains le connaissent, si, je ne sais pas si Touré là, mais sans même la vue Duflo, quand on a organisé une conférence à Abidjan, je ne sais pas, en 2007, là, je pense, hein, il était là. C'est un grand mathématicien. Il était là avec sa femme qui s'appelle Euh, il Verne. était là en 2007, hein, OK, ouais, ouais. 2007, non? OK, voilà, OK. 2007. Ah, Touré là, OK, voilà, voilà. Toi, Oui. tu te rappelles, effectivement, il était là. Ce résultat-là, c'est lui qui a démontré que si F régulier, si F est une forme linéaire régulière plutôt, alors il existe une polarisation en F, cet F-là, qui soit résoluble. Hein. Ça peut vous aider beaucoup à construire des sous d'algèbre résolubles. Hein. Donc, dès que vous prenez une forme ici, là, est-ce qu'il c'est régulier, on peut trouver une polarisation résoluble de F, quoi. Ça, c'est important. Hein. Ce n'est pas n'importe quelle polarisation, mais c'est une polarisation qui soit résoluble. Donc, ça permet des fois de construire des polarisations résolubles, sous-algèbres résolubles en utilisant les notions de polarisation. Hein. Ça, c'est important. C'est important à savoir ça. OK. Bon, ce qu'on va voir par la suite, là, bon, est-ce qu'il faut commencer en même temps le truc là? Bon, je pense que j'ai déjà parlé de cette forme linéaire. Les polarisations, ouais, c'est bon. Ouais, il y a une autre propriété, je vais noter aussi, quelle propriété ou 5, je ne sais pas, 4 ou 5, je ne sais pas combien là. Hmm. Quand je prends H1, H2, deux polarisations en F, alors les représentations de F en H1 est équivalent à la représentation de F en H2. C'est important aussi par la suite. Hein. Les représentations induites là sont équivalentes en Suisse. Ça veut dire que l'induite de H1 sur G, le qui en question, hein, il est équivalent à l'induite de H2 à G par l'induite par cette caractère en question. Le qui est dans le caractère de votre algèbre de Lie, du groupe de Lie connexe comprend de G qui a permis de construire la représentation de G. D'accord? Bon, maintenant, on va passer à la condition de Poukowski. Donc, est-ce qu'il faut le faire maintenant? Bon, ben, on va le faire plus tard. Bon, je ne sais pas si je vais trop vite. Je peux. Bon, on peut le faire en même temps. On peut le faire en même temps. Hein? Et puis, vous avez la question après. Hein? Bon, je peux le faire en même temps. Euh, les, maintenant, tout ce qu'on a dit là, j'ai pas dit les groupes, les groupes que on a pris, tous ces groupes-là sont des groupes de lignes nilpotents, simplement connaissent et tout ça là. Hein. Mais ce qu'on a fait n'est pas toujours vrai quand on sort de ces nilpotents là. Maintenant, je parle des groupes de lignes qui n'est pas, à partir de exponentielle encore, c'est bon, parce que c'est bon parce que c'est très proche des nilpotents. Beaucoup de gens ont démontré qu'on a pratiquement ces résultats-là quand c'est exponentiel. Mais au-delà de l'exponentiel, comme des groupes de Lie qui sont monomiaux, résolubles, tout ceci, là, les propriétés là, pas toujours vraies. Cette équivalence-là dont je parle n'est pas vraie. L'équivalence, c'est qui dit que quand le F est une polarisation, est-ce qu'il y a même donné ce résultat-là qui est très capital là, hein? Quand le F est une polarisation, alors les prétentions, je ne sais pas si je l'ai donné, hein, ça c'est important ça. Il y a une propriété, je peux mettre 4, 5 ici. G est un groupe de Lie, exponentiel, nipotent.
C'est l'un des résultats fondamentaux qu'ils n'ont pas eu, hein, l'hypothèse simplement connexe ici. Ça, c'est important. Donc, ça veut dire que si le H est, est subordonné à F, hein, on suppose H est subordonné à F, alors ça implique que le H, qu'est-ce que je dis par là, donc subordonné à F, hein, hein, le H, il est plutôt, je suis en train de confondre des choses ici, voilà. Le H, c'est toujours une polarisation. Hein. Subordination, c'est très faible ici. Ça équivaut à dire que le rho de F, de H là, il est irréductible. Ouais, ça, c'est dans le cas nipotent. Cette force-là est là. Donc, il se subordonné, il est nipotent. Dans le cas où non nipotent, dans le cas où le G juge non Voilà, il donne le nipotent, bon côté. bon, le cas général, le cas général n'a pas besoin que le groupe soit de l'unipotent, mais il faut que le groupe respecte tout juste la condition de Poukranski, d'où la condition de que je vais étudier maintenant. Dès que ça respecte les conditions de Poukranski, quel que soit le groupe de lien en question qui ne soit pas unipotent, en dehors de ces groupes-là, ces conditions aussi ça donne une condition nécessaire suffisante pour que la représentation induite là soit irréductible. Bon, je vais définir ça pour faire revenir encore la semaine prochaine. Là. Vous devez lire ça. Il y a plein de choses à lire dessus. Il ne reste pas grand-chose et on peut le faire en 5-10 minutes en même temps comme ça. On peut arrêter. S'il y a des questions, on pose. Et puis, euh, si jamais on peut revenir dessus, vous voulez que je revienne, on peut revenir là-dessus. Quoi. Donc, je vais définir quand même ce que l'appelle pas les conditions de Kukanski. Hein. Et je vais prendre une autre couleur. Euh, euh, il y a Z, il y a qui, et le KI. Voilà. Ici, là, je pense que j'ai un groupe de lignes. Hein. Un groupe de lignes connaissent seulement. Hein. Vous le connaissent. Je prends ceci, l'algèbre de Lie de ce groupe de Lie là. Hein. Euh, je prends ceci. Je veux prendre je prends ici une forme linéaire, hein, une forme linéaire sur G. Hein. Et je prends un H ici, une polarisation en F. Hein, je vais écrire ça ici pour ne pas changer de page. Comme ça, tout est sur la même page. Quoi. Hein. Voilà. Puis j'ai un groupe de lits connexe. Je prends l'algèbre de Lie, je prends un élément du dual, F est une polarisation de ceci en H ici. Hein, une position H. Ceci n'est pas l'algèbre de Lie. C'est un groupe de Lie que je vais noter. Deux groupes de Lie connaissent, analytiques connaissent que notre par petit H ici. Donc, ça tel que ceci soit une polarisation en F. Donc, on dit que H vérifie la condition de Poukranski. Hein, hein, si l'une des conditions est vérifiée. Hein, si l'une des conditions suivantes est vérifiée. Si l'une des conditions suivantes est vérifiée. Euh, le premier, c'est que soit le L que je prends L, un élément quelconque de F. Le F, je l'ai déjà ici, hein, un élément du dual, là, tel que ce soit le F plus la somme directe de H. Je suppose ici que le H, l'orthogonal, là, c'est suivant toujours le BF. Hein, toujours la forme biliaire de cette forme-là. Donc, si quelque soit de ceci, là, le H est une polarisation en L. Voilà. Quel que soit le L que je prends dans la somme, cette somme-là, le H est une polarisation. Bon, je sais.
C'est un peu ça, là. Je vais effacer un peu pour bien effacer. Pour, voilà. Excusez-moi, pour que ce soit plus propre, c'est le titre de l'exposé, donc il faut que ce soit beaucoup plus clair, hein. Voilà. La première condition, que ce soit le L, je prends dans ces sommes-là. Donc, il y a là, le H, une polarisation en L, hein, en L, ceci. Ceci, le H, là, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le H, le F restreint en F, hein, c'est ce qu'on a l'orthogonale dans. Deuxième propriété qui est équivalente à ça, que ce soit le L que je prends toujours, le L que je prends dans F plus l'orthogonale de H que je viens de définir là, alors la dimension de GF est égale à la dimension GL. La dimension de l'algèbre de lien en question, l'orbite en F, est égale à la dimension de ceci, de cette valeur. GL ici, GL là, ça c'est ce que j'appelle le GF, hein, l'orthogonale suivant la forme biliaire, là, hein. Et puis la troisième condition aussi qui est équivalente à ça, c'est le H.F, ça c'est l'orbite de F, est égal à le F plus l'orthogonale de H, hein. Ça, c'est toujours l'orbite de F, hein, de F dans G, hein, dans H plutôt, dans H, le second question. Voilà les conditions de profil en question, hein. Et on demande que dès que vous avez une forme linéaire, ceci, le théorème va dire que dès que vous avez ceci, vérifiez la condition de Potanski, ça je peux décrire ça ici, hein, hein, que ce soit H ici, qu'il soit une polarisation en F ici, ici. Hein. Si H vérifie la condition de Potanski, alors la représentation induite ceci-là est irréductible. Est irréductible. Hein. Encore. Ça se démontre. Vous avez la démonstration dans deux bouquins. L'autre l'a fait dans le groupe de livres de l'île de Sipa. Là, il y a la preuve dedans. Il y a un autre livre. Il y a deux autres livres là où j'ai vu la démonstration aussi. Donc, tous des H qui vérifient la condition de Potanski, hein, ça, c'est la condition de Potanski. C'est là. Alors, ceci. Donc, ceci, on n'a pas besoin que le groupe soit important, mais c'est juste, il faut prendre tout juste un groupe de lits quelqu'un connaisse. Ça permet de montrer que la représentation induite par un caractère de ce sous-groupe-là est forcément irréductible. Et puis, je dis que quand le F, souvent le F, on va prendre le F nul, hein. Quand le F est égal à 0, ça change beaucoup de choses parce que je pense que la formule n'est pas nulle. Si c'est nul, ça veut dire que le H va devenir le centre et le centre, la représentation nationale, toujours la représentation quasi régulière, quoi, hein. Je peux mettre ça en remarque si tu voulais. Si le F est égal à 0, le H ici va être égal à le centre de G et le rho là, rho de F de H ici, cela est ce que représentation régulière, représentation quasi régulière, hein, quasi régulière. Donc, nécessairement, ceci, ce cas est donc irréductible, hein. Le 4, le irréductible plutôt, réductible plutôt, qui n'est pas irréductible, quoi, hein, réductible. Le cas égal à 0 est exclu, hein. Mais le canon nul, là, quand on a le canon nul, là, dès que ça respecte la condition de Potanski, on a ceci est égal à est irréductible. Bon, je pense que j'ai dit l'essentiel, hein, donc je vais vous laisser poser les questions. Mais je tiens à dire une remarque, là, il y a Adjayi, il est là présent, il a travaillé sur ça, été l'objet de sa thèse. Hein. Après, plus tard aussi, Gaël aussi a travaillé sur le même sujet. Ils ont trouvé de très bons résultats. Mais moi, je vais donner le cours, comme c'est un cours, je vais donner le cours où le F, là, c'est une forme linéaire, hein. J'ai donné le cours que j'ai fait là, le F en question, je vais changer de couleur pour illustrer ce que je vais dire.
Les deux, hein, je parle de. Bon, je vais trouver là pour vous dire. Euh, ADI, là, j'ai tout du mal à écrire son nom, mais il m'excuse. Hein. Non, il n'y a pas de C'est problème, pas qu'il y a professeur. des I qui sont C'est un peu. c'est ADJIEY. ADJIE, J-I-E-Y à la fin. c'est Voilà. ça? Oui, tout à Ah, fait, tu vois, professeur. Merci. les parents ont trop compliqué les choses là. Bon, bref. Bon, ADI, là, ça fait l'objet de ta thèse là. Moi, ici, comme le cours, j'ai pris comme un élément une forme linéaire sur E, sur G. Mais AGI a travaillé sur, au lieu de prendre F, ceci, qui est, or, ça c'est un caractère, hein. C'est un caractère de dire, une forme linéaire, là, c'est un caractère. Un caractère, c'est une représentation de dimension 1. Mais lui, il a travaillé sur F n'est pas, au lieu de prendre F, il a plutôt une représentation. Hein. Une représentation, il a obtenu aussi cette condition de propriété dans le cas de représentation. Vous voyez que là, pour la représentation, la dimension n'est pas forcément égale à 1. Donc, c'est une dimension quelconque. Il a pu démontrer qu'il a eu pratiquement tous les résultats qu'il vient d'annoncer là, mais en prenant des représentations, quoi. Hein, ça a été l'objet de ta 16. Je pense qu'il a publié ça dans un bon journal, je pense aux États-Unis, hein, c'est bon. Et puis, plus tard aussi, Gaël aussi a continué les travaux. Donc, voilà, quoi. Si vous voulez, depuis l'extension, ce que j'ai dit tout à l'heure, il a raconté pendant mes deux séances là, l'extension a été faite par les deux, là, quoi. ADI d'abord et puis Gaël plus tard, quoi. Donc, si vous voulez approfondir pour voir les extensions de tout ce qu'ils ont fait, vous pouvez les voir. Ils vont vous donner, fournir les documents, ce qu'il faut pas, surtout leurs papiers, quoi, qu'ils ont pu sortir de ça. Hein? OK, bon, je vais m'arrêter là. On a fait déjà pratiquement 1h30. Hein, bon, d'accord. Hein? Donc, c'est bon. Hein? Donc, ce sera la fin. Hein? Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup, professeur, pour ce brillant exposé. Est-ce que vous avez des questions à te poser? S'il vous plaît, Brou. Ouais, Oui, bonsoir, professeur. ouais, bonsoir, Bruce, ça va? Oui, ça va, professeur. OK. Professeur, je n'ai pas compris la définition de l'orthographe de Le H là, HF, là. C'est l'orthographe de H. H, voilà. voilà. Oui. Qui C'est était c'est- le. c'est ce que d'autres parlent fort. Hein? Si tu veux, BF, quoi. C'est ça. Autrement dit, les éléments qui sont dedans Oui, oui. de G sont le BF de Le X, XY, Y est égal à 0, quel que soit le Y qui est dans. H. C'est ça. Ouais. Maintenant quand vous avez parlé de la condition de Pokinski, Uh-huh. j'ai cru voir H plus F plus l'orthographe de H. Ouais. Et puis le Je- F plus l'orthogonal de H. Autrement dit, je l'ai pris dans ceci. L'orthogonal, là, ça tombe dans le dual. Hein. Non, non. L'orthographe est Ça, dans l'algèbre de Lie. ouais. Les formes bilinéaires qui sont non dégénérées, c'est dans le dual. On identifie un élément, tout élément de ceci à son dual. Hein. Ah, d'accord. Quand le B, identification, quand le B est non dégénéré, cette forme-là, il est non dégénéré. C'est ça. Donc, les éléments de H sont dans le dual de H aussi, quoi. Donc, Ah, autrement dit, ok. ça, il est contenu dans le dual quotienté avec l'orthogonal. Hein. Ok, ok, ok. Ceci est dans le dual, pour du fait que le BF, là, est non dégénéré. Ok, c'était parce qu'il n'avait pas vraiment compris la somme. Ah, OK. Ah, merci beaucoup. C'est bien, c'est Ouais. bien. Merci, professeur. OK. D'autres questions? Quand vous avez le produit, quand c'est non dégénéré, on identifie l'élément à un dual, quoi, à son dual, quoi. Hein? C'est ça c'est ça qui est à faire. OK. D'autres questions? Oui, bonsoir, professeur, c'est Badi. Ouais, ouais. Ah, OK. Ah, l'homme de Bandoukou, ça va? Ça va bien, professeur, merci. Tu es à Abidjan ou bien tu es à Professeur, Bandoukou? professeur Bondogo. Ah, d'accord. OK, c'est bien. Comment on peut être partout là et puis suivre, c'est bon ça, hein?
Ouais, vas-y. Pour ça, je voulais déjà que vous reveniez un peu sur la troisième condition de potentiel et puis la remarque sur laquelle vous avez terminé là. D'accord. Je vais revenir. Voilà. Les conditions de potentiel, là. Oui, OK. Ici, le H.F là, c'est quoi? C'est une action. C'est une action co-invariante, hein. Et puis l'élément H ici, le point F, c'est comme si vous avez la coadjointe de F appliquée à F, quoi. Ah, d'accord. L'adjoint de F, l'adjoint là, ça part de G, de l'algèbre de Lie en question. Je suis dans H, dans l'algèbre de Lie des GF. C'est comme ça. Cet élément est une application linéaire de GL dans GL, hein. D'accord pour ça. A, A de X est une application de G étoile dans G étoile, hein. Ok. Donc, c'est une action. C'est comme ça qu'on agit. C'est comme ça qu'on a dit le G sur le diable, hein. C'est comme ça qu'on agit le G, hein. Ceci, c'est comme ça qu'on définit une action de G sur du diable, hein. En prenant l'action, on appelle ça une action coadjointe, hein. Coadjointe. D'accord pour ça. Yeah. OK. Et la remarque, s'il vous plaît. La remarque est celui-là. La remarque, je pense que c'est la suite, non? Oui, oui, pour ça. Ou bien, remarque ici. OK. La remarque là, on montre que si le f est égal à 0, hein, on montre que le h là devient tout simplement le centre. Pourquoi le h là, ça devient le centre de votre algèbre de Lie, quoi, hein? Pas la partie égale, hein? Ok. C'est le centre, hein? D'accord pour ça. Donc, Euh, dans ce pour ça, moment-là, si c'est le centre, les représentations, les buts là, vous savez que quand vous avez, même si, bon, cette notion, vous savez ça sur le groupe déjà, quand vous avez la représentation induite par un sous-groupe qui est réduit à l'élément neutre là, devient une représentation régulière. Ça, c'est une notion, hein? oui, oui. Quand vous avez un groupe Oui, pour quelconque, vous voulez l'induire par un de ces sous-groupes K, l'induite, quand le K est réduit à l'élément neutre, cette représentation, c'est juste la représentation régulière, gauche ou droite, quoi, sur le groupe, quoi. Quand le K est l'élément neutre, quoi. Autrement dit, induite par un ça. élément, une représentation triviale, quoi. D'accord pour ça. Euh, Ça vient de Et là. tout au début, là, la représentation rho, vous avez défini une représentation rho F H était l'indice Rho, du où ça? caractère tout au Où début. ça? Où ça? Au début du cours, là, Oui, oui, attends, je ne sais pas si j'ai observé ça, hein. On va voir. C'était la première page, là. Ouais. oui. Page suivante, la page suivante. Je vais ouvrir le truc un peu loin. OK. Ça, tu parles ici, mais je Non, page suivante. la page suivante. Ici, ouais, Juste en haut en bleu. je crois que c'est ici, en bleu en Voilà, haut. oui, c'est bien ça. Donc, bon, c'est cette représentation-là. Ici, où le caractère là, vous l'avez pris, le caractère là, il est unitaire, je crois. hein, hein. Bon, je me demandais en fait, si le caractère là n'était pas unitaire, est-ce que ça va avoir une influence sur la suite de tout ce qu'on a fait aujourd'hui? Ouais, écoute, en général, hein, pour la construction même d'une représentation induite, la représentation du sous-représentant que l'on prend, on le prend toujours unitaire, hein. D'accord. Quand on prend L, là, en général, ce que tu connais déjà, là, je prends G, hein. Je prends un sous-groupe fermé de G, je prends le L que l'on prend qui est représentation
de K là, dans un espace vectoriel. On est dans un espace hilbertien ici. Hein? Le L là, on le prend toujours, il est unitaire, c'est une représentation unitaire de K. Sinon, beaucoup de propriétés disparaissent. D'accord. Hein? Ok. Donc, pour que ce soit unitaire, il faut, dans le cas scalaire là, on prend que ce soit, hein, c'est ce qui dit pas unitaire là ici, quoi. Hein? D'accord, c'est Parce que si compris. ce n'est pas unitaire, il y a beaucoup de propriétés qui sont liées à la théorie de représentation induite là, qui vont disparaître là. Hein? C'est utile même dans la construction. Je ne me rappelle pas de. Ouais, je pense qu'on a fait ça au cours là. Hein? Et puis c'est ça, D'accord, c'est compris. c'est ça que pour cela, en général, ouais, ça tu as bien fait, je peux revenir là-dessus encore un peu si tu veux. En général, on met comme ceci, excusez-moi, hein, comme je vous l'ai dit là, normal c'est l'exponentielle de grand X, le pi, hein, le pi de l'exponentielle de grand X, comme j'ai dit là, ah ouais, c'est là, ça, c'est là. Normalement, on devrait avoir, si on veut l'appliquer ici, c'est le qui, l'exponentielle de grand X ici, est égal à exponentielle de f de grand X. Le f là, c'est ça qui est la différentielle qu'il y a noté, différentielle de qui en élément neutre là. Ça qui joue le rôle de dp ici. Hein? Tu vois? C'est ça qui est égal à ça. Mais à cause du fait que ce soit unitaire là, que ce soit unitaire comme pour le i ici en général. Hein, si le f est linéaire, là, on met le i ainsi, et si en ça soit aussi unitaire. Représentons qu'il y a grand I, j'associe l'exponentielle, il est unitaire. C'est d'où l'objectif de I, là, à cause du caractère unitaire de I. Hein? Ouais. Bon, tu te rappelles, hein, D'accord, ok, c'est compris. ouais, ceci n'a pas de définition, c'est la différentielle par rapport à T de pi de l'exponentielle de T grand X ici, puis on prend le T égal à 0. C'est ça qui donne le dpi de grand X, là. Hein? C'est ce qu'on note encore, on peut noter le dpi en élément neutre, quoi, de grand X, quoi. C'est ça qui est là. C'est pourquoi je parle que le F était la différentielle de, c'est ça qui est écrit, c'est ça qui, voilà. Ah, je l'ai même écrit quelque part ici. Hein? Excuse-moi, c'est un peu bruyant, mais je sais que tu comprends. Hein? Vous comprenez? Hein? OK? Oui, pour ça, ça va. Merci bien, prof. OK, OK, OK. Ouais, il y a d'autres questions? Bon, bon, OK, donc voilà, quoi. Moi, j'ai une question. Ouais, Ouais, c'est juste une question de compréhension au niveau des... Si vous avez un ensemble totalement isomorphe maximum, est-ce que, ouais. maximum, hein, est-ce que c'est une partie intégrante du noyau de la forme binaire, là? Je n'ai pas compris là. Si, le noyau de. De B, si V égale à VB, est-ce que V, c'est une partie intégrante du noyau de B? Ouais, bon, ça, c'est une très belle question. Hein. Mais au lieu de prendre le noyau de B, on prend le noyau de la fonction orbitale, la fonction que j'avais définie par Ah oui. cette fonction-là. Attends, je vais t'écrire ça quelque part là. Je suppose que j'ai des problèmes mobiles là. Cette fonction orbitale là, de G, que j'ai failli de phi is, que je note par le is et f là. Hein. Ça appelle une fonction orbitale. Hein. Ça prend de G dans GF là. Ça appelle une fonction orbitale. Hein. Le noyau de phi, c'est exactement votre f en question là. Votre G en f. Ça devient votre G en l'orthogonal de ça. Hein? Le noyau de phi, c'est l'orthogonal de ça, mais pas le noyau de. Sinon, tout ce qu'on peut parler, on peut parler de noyau, là, c'est le noyau de la fonction orbitale devient l'orthogonal de cet espace-là qu'il y a défini, là, hein, de cet espace-là. Ça se démontre facilement, hein, juste à partir de la construction. Hein. Donc, connaissant le fait, quand tu parles de isotrope, là, isotrope, c'est que cette quantité-là, le DH, là, il est égal à G. Hein? C'est ça, non? Le F plutôt, il est égal à G. Hein? Le F est égal à G. C'est ce qu'on appelle totalement isotrope. Hein?
est égal à H, quoi. Bon, ça, c'est égal au noyau de phi. Bon, si on peut l'utiliser hein, pour le faire, mais ce n'est pas, c'est pas vraiment utile quoi, pour la suite. Quoi. Ah, ok. On peut utiliser l'application orbitale pour trouver un lien entre le noyau et cette orthogonale. Hein. Le lien c'est ça. Le lien que j'écris là, le lien, c'est ça. Je vais effacer un peu, là, ça fait brouillon quand même. Hein, on est des enseignants, il faut pas. Enfin, je crie sur les choses là. Excusez-moi, hein, hein, j'ai des inspecteurs ici. Hein, il y a les, comment ils appellent, il y a Djeye là, les gens de l'ENSO là, donc il faut faut bien. Ah, professeur. Hein, il y a mes inspecteurs qui sont là quand même. Hein. Non, pas du tout, professeur. Est-ce que Yahoo est là aussi? Hein? Les Yahoo là sont des inspecteurs là, à l'enseignement, à l'ENS là, c'est eux qui vont me corriger que non, ça ne se fait pas. Hein? Oui, Voilà. professeur, je suis là. Ah, Yahoo est là. Bonsoir, Voilà, professeur. il y a des inspecteurs qui sont là, donc faut faire Non, non, attention. non, non. Hein? Il faut faire attention, il ne faut pas écrire hein, n'importe comment au tableau. Hein? Non, mais déjà, on a compris, hein. Ça va. Ok. Ok, ok, Merci, ok, professeur. ok. Voilà la relation qui lie la fonction orbitale et puis l'orthogonale de f, la question. C'est ce que je viens d'écrire là. Hein? Ok. Ok. Ouais. Phi, c'est la fonction orbitale. Le him de phi, c'est exactement égal à GF. Hein? L'orbite, ça c'est l'orbite de f. Hein? On appelle ça, le phi, on appelle ça fonction orbitale. Hein? Orbital function. Hein? Ah, ok.